remercie bien sûr les assistants et assistantes grâce auxquels la technologie fonctionne et grâce auxquels l'école de français garde une trace de ces merveilleuses conférences. Et ils peuvent placer les vidéos sur notre site web. Toutes les conférences sont sur le site web de l'école de français. Je suis vraiment très contente de vous présenter Estelle Coca-Magne. Estelle est anthropologue et elle se spécialise dans le genre, la santé et le développement durable en Afrique francophone. Elle est professeure titulaire à la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, depuis 2009. Elle est également adjointe au chef du département de socio-anthropologie, ainsi que membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODES-RIA. Correct? Correct. Estelle est une chercheuse prolifique. Nous avons beaucoup de chance parmi nos enseignants, beaucoup de chercheurs prolifiques. Voici quelques-unes de ses dernières publications, à savoir un livre de 2023 intitulé « État, travail et société au Cameroun » publié chez l'Harmattan à Paris. Un article important, « L'état et la santé sexuelle des personnes en situation de handicap », publié dans Afrique et Développement en 2023 également. En 2024, elle a publié « Des remèdes pour le sang, savoirs médicinaux des femmes et traitement de l'anémie chez les enfants à Douala et à Yaoundé, au Cameroun ». Article paru aux éditions ESCA. Elle a 2 projets de recherche en cours, à savoir Mama Africa, l'ampleur et la nature des troubles mentaux communs chez les étudiants en Afrique et obstacles à l'accès aux soins. C'est un projet financé par l'Agence nationale de recherche en France de 2024. Et un deuxième projet, valorisation des ressources naturelles camerounaises pour le développement d'un capteur d'acétone utilisable dans le diagnostic précoce du diabète. C'est un projet financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique en 2025. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Estelle pour la première fois à l'Université catholique d'Afrique centrale lorsque nous, à savoir collègues de Middlebury College à l'année, prospections pour établir un nouveau programme d'études en Afrique subsaharienne. Nous avions été impressionnés par l'Université catholique, à tel point que le programme de Middlebury au Cameroun a été créé à la suite de cette visite très fructueuse. Puis j'ai revu Estelle lors de mon second voyage au Cameroun, cette fois-ci pour visiter notre... Je remercie bien sûr les assistants et assistantes grâce auxquels la technologie fonctionne et grâce auxquels l'école de français garde une trace de ces merveilleuses conférences. Et ils peuvent placer les vidéos sur notre site web. Toutes les conférences sont sur le site web de l'école de français. Je suis vraiment très contente de vous présenter Estelle Coca-Magne. Estelle est anthropologue et elle se spécialise dans le genre, la santé et le développement durable en Afrique francophone. Elle est professeure titulaire à la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, depuis 2009. Elle est également adjointe au chef du département de socio-anthropologie, ainsi que membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODES-RIA. Correct? Correct. Estelle est une chercheuse prolifique. Nous avons beaucoup de chance parmi nos enseignants, beaucoup de chercheurs prolifiques. Voici quelques-unes de... Je remercie bien sûr les assistants et assistantes grâce auxquels la technologie fonctionne et grâce auxquels l'école de français garde une trace de ces merveilleuses conférences. Et ils peuvent placer les vidéos sur notre site web. Toutes les conférences sont sur le site web de l'école de français. Je suis vraiment très contente de vous présenter Estelle Coca-Magne. Estelle est anthropologue et elle se spécialise dans le genre, la santé et le développement durable en Afrique francophone. Elle est professeure titulaire à la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, depuis 2009. Elle est également adjointe au chef du département de socio-anthropologie, ainsi que membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODES-RIA. Correct? Correct. Estelle est une chercheuse prolifique. Nous avons beaucoup de chance parmi nos enseignants, beaucoup de chercheurs prolifiques. Voici quelques-unes de ses dernières publications, à savoir un livre de 2023 intitulé « État, travail et société au Cameroun » publié chez l'Harmattan à Paris. Un article important, « L'état et la santé sexuelle des personnes en situation de handicap »,
publié dans Afrique et Développement en 2023 également. En 2024, elle a publié des remèdes pour le sang, savoirs médicinaux des femmes et traitement de l'anémie chez les enfants à Douala et à Yaoundé, au Cameroun. Article paru aux éditions SK. Elle a 2 projets de recherche en cours, à savoir Mama Africa, l'ampleur et la nature des troubles mentaux communs chez les étudiants en Afrique et obstacles à l'accès aux soins. C'est un projet financé par l'Agence nationale de recherche en France de 2024. Et un deuxième projet, valorisation des ressources naturelles camerounaises pour le développement d'un capteur d'acétone utilisable dans le diagnostic précoce du diabète. C'est un projet financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique en 2025. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Estelle pour la première fois à l'Université catholique d'Afrique centrale lorsque nous, à savoir collègues de Middlebury College à l'année, prospections pour établir un nouveau programme d'études en Afrique subsaharienne. Nous avions été impressionnés par l'Université catholique, à tel point que le programme de Middlebury au Cameroun a été créé à la suite de cette visite très fructueuse. Puis, j'ai revu Estelle lors de mon second voyage au Cameroun, cette fois-ci pour visiter notre nouveau programme d'études installé à Yaoundé, dont Ariane Ngabe, ici présente tout au fond, a été la directrice pendant 10 ans 10 ans. Estelle vient à Middlebury College depuis plusieurs années. Un automne, elle y est venue donner une conférence en anglais à un colloque sur les études globales et internationales qui avait lieu au centre Roehampton. Elle y a déjà enseigné un cours d'anthropologie en anglais, 3 fois au moins. J'ai arrêté de compter, Estelle, durant notre session intensive de 4 semaines au mois de janvier. Session durant laquelle elle a donné à chaque fois une conférence aussi en anglais. Pour moi, qui au bout de 38 ans en Nouvelle-Angleterre, suis fatiguée des hivers rigoureux, et j'avais vécu 2 ans auparavant au sommet d'une montagne suisse, donc au bout de 40 ans d'hiver, oui, 40 ans d'hiver, c'est un mystère pour moi qu'Estelle ait accepté de venir enseigner 4 longues semaines en janvier, alors qu'il fait parfois moins 20 degrés Celsius en janvier. Bravo Estelle. Elle allait même faire de la randonnée avec Alice Anton, qui est enseignante dans le programme de 7 semaines. En plein hiver, à moins 15, moins 10, elle allait faire de la randonnée. Moi, je restais chez moi, avec ma couverture, au coin du feu, et certainement pas en randonnée au milieu des bois. Mais Estelle, toujours le sourire, m'envoyait des photos merveilleuses du Vermont enneigé et très très froid. Estelle garde toujours le sourire, et j'étais toujours remplie d'admiration à chaque fois que je la retrouvais en plein cœur de l'hiver. Et bien sûr, je suis ravie de la revoir ici en été. Elle m'a quand même dit qu'elle avait un peu chaud aujourd'hui. Donc j'ai dit, ok, d'accord, Estelle a un peu chaud quand même aujourd'hui. Et au Cameroun, je ne peux même pas vous dire ce que j'ai ressenti. Alors le contraire de Middlebury, se retrouver au Cameroun au mois d'avril, quand il fait 32 degrés, vous arrivez de Middlebury où il fait à peine 12 ou parfois 10 et parfois moins quelque chose, c'était une expérience absolument incroyable. Mais les fruits sont absolument délicieux au Cameroun au mois d'avril, début mai. Des fruits dont j'ai oublié le nom, qu'on ne voit absolument pas dans le monde occidental, des fruits merveilleux que je vous recommande si vous allez au Cameroun. Dernière chose sur Estelle, mais pas la moins importante, comme 2 autres de nos collègues, Estelle enseigne dans nos 2 programmes, un cours d'anthropologie, c'est-à-dire dans le programme de 7 semaines, et un autre dans le programme de 6 semaines, ce qui montre encore une fois sa flexibilité. Ce soir, sa conférence s'intitule « Les statuts des savoirs locaux dans la mise en œuvre de l'approche dans la lutte contre le paludisme et le choléra ». Peut-être ça a un petit peu changé le titre, mais c'est à peu près la même chose, le choléra au Cameroun. Sujet fascinant et complexe, et à partir de leçons apprises, à partir de recherches anthropologiques réalisées sur le paludisme et le choléra, durant ces 2 dernières décennies, et à partir d'une revue de l'état des connaissances en anthropologie de la santé, cette conférence montrera comment les savoirs locaux peuvent contribuer à la mise en œuvre de politiques de prévention et de lutte contre le paludisme et le choléra au Cameroun. Veuillez s'il vous plaît accueillir Estelle très chaleureusement. Merci
Armelle pour cette présentation. Je tiens à remercier Maï et Lilia pour le travail de préparation qu'elles ont fait pour que cette conférence puisse être dite aujourd'hui. Et j'ai choisi de parler de la question des savoirs locaux aujourd'hui parce que au lendemain de la pandémie Covid-19, on a constaté qu'il était important de repenser la santé globale en mettant en relation les humains, leur environnement et les animaux. Dans cet exposé, je vais mettre en évidence ce qu'on appelle les savoirs locaux, parce que cette notion mérite d'être définie. Qu'est-ce qui est local? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À partir de quand est-ce qu'on peut parler d'un savoir local? Et j'ai choisi deux maladies qui, l'une, c'est le paludisme, qui est une maladie endémique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui se produit tout au long de l'année au Cameroun et à certaines périodes de l'année dans d'autres pays, notamment les pays du Sahel. Alors, je vais présenter le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, ça dépend de ce que vous lisez. Je sais que dans beaucoup de textes en anglais, le Cameroun est présenté comme un pays d'Afrique de l'Ouest, à côté du Nigeria et des autres pays. Et le Cameroun a une particularité, c'est que pour des raisons géostratégiques ou bien pour des raisons de puissance, il a intérêt à se situer en Afrique centrale et pas en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a le grand géant nigérian, 123 millions d'habitants. Et le Cameroun, justement, a aussi une autre caractéristique, c'est sa diversité linguistique au niveau officiel et au niveau culturel. Nous allons voir cela. Alors, l'histoire coloniale du Cameroun se traduit par plusieurs occupations. On a eu la première occupation germanique, qui n'a pas fait beaucoup de temps et qui s'est arrêtée en 1916, au moment de la Première Guerre mondiale. Et cette occupation-là va donner naissance à un Cameroun dont nous verrons sur les cartes que les frontières seront très différentes du Cameroun que je viens de vous présenter. Par la suite, le Cameroun sera un territoire sous mandat de la France et de la Grande-Bretagne. D'où justement cette particularité linguistique, à la fois anglophone et francophone. L'anglais est parlé par 25-30% de la population, que l'on pourrait considérer comme native en anglais, mais on constate qu'il y a une ouverture, il y a beaucoup d'écoles bilingues qui offrent des formations en français et en anglais. Donc, il y a une population beaucoup plus importante au Cameroun qui parle anglais. Donc, les 30% représentent uniquement les natifs, c'est-à-dire ceux dont les parents, les arrière-grands-parents se définissent comme anglophones. Et il est devenu territoire sous tutelle en 1946 et l'indépendance, comme dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, en dehors de la Guinée-Conakry, a eu lieu en 1960, en particulier le 1er janvier 1960. Et à cette indépendance-là, quand on parle de l'indépendance au Cameroun, il s'agit beaucoup plus de l'indépendance du Cameroun oriental, c'est-à-dire du Cameroun francophone, parce qu'on a une histoire assez morcelée. Et c'est en 1961 que l'on va avoir une réunification
du Cameroun oriental et du Cameroun occidental, du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la carte du Cameroun a beaucoup changé, les frontières ont beaucoup bougé, et je pense que c'est important de comprendre la place des frontières pour aussi saisir l'enjeu de la lutte contre le choléra, par exemple, qui est une maladie épidémique et qui a un lien très fort avec la mobilité. Alors, comme je disais, le Cameroun a beaucoup changé entre 1901 et 1911. On avait ce territoire-là du Cameroun qui allait jusqu'au sud du Tchad et du point de vue des compositions ethniques, on trouve les mêmes groupes ethniques au nord du Cameroun. Les mêmes groupes ethniques sont retrouvés au Tchad, au Nigeria. Parfois, ce sont les mêmes familles qui se retrouvent de part et d'autre de la frontière, ce qui signifie que lorsque on est dans une période d'épidémie et qu'on demande aux gens de ne pas traverser le pays ou de ne pas traverser la frontière est politique, mais elle n'est pas sociale. C'est-à-dire que les gens continuent de traverser pour aller voir leurs frères, leurs cousins, pour aller pour des manifestations familiales, ce d'autant plus que la langue que ces personnes utilisent, ce n'est pas forcément le français. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler dans la langue maternelle et s'entendre. Par exemple, lorsqu'on est au nord du Cameroun et au nord du Nigeria, on a les Kanouris qui se retrouvent de part et d'autre des deux frontières. Ces deux pays ayant été colonisés par la France et la Grande-Bretagne, la langue véhiculaire va être beaucoup plus le Kanouri, le Haoussa, que ce ne sera pas forcément la langue officielle. Alors le Cameroun, c'est une diversité humaine qui se traduit ici par ces différents apparats que l'on peut avoir selon que l'on soit au littoral. Là, on a la confrérie des hommes souches du littoral avec Éric de Rony, dont nous avons parlé dans le cours de santé et société en Afrique. Là, à ma gauche, ce sont les tenues du nord-ouest du Cameroun, en haut et en bas, et tout juste à côté de moi, ce sont les tenues du sud Cameroun, centre-sud-est Cameroun, que l'on peut parfois aussi retrouver au nord du Gabon. C'est aussi une diversité environnementale et architecturale. Alors, du point de vue de la démographie, le Cameroun, c'est un pays présenté comme un pays jeune, n'ayant pas encore fait sa transition démographique. Et donc, on peut voir sur la pyramide ici que les personnes âgées sont plutôt la minorité lorsqu'on regarde la population générale. Alors, comme je disais au départ, l'approche Une Santé, même si elle existait déjà dans le champ du développement international, cette approche Une Santé est devenue une urgence parce que justement la pandémie Covid-19 a permis de voir à quel point nous étions interdépendants. Il y avait une interdépendance entre les espèces et il y avait aussi une interdépendance entre les pays. Et lorsqu'on parle de la santé, il y a une partie de la recherche qui consiste à savoir comment est-ce que les gens vont parler, comment est-ce que les gens vont nommer le paludisme dans leur langue. Quels sont les mots qu'ils utilisent pour nommer la maladie? Parce que parfois, les mots que l'on emploie peuvent informer sur la transmission, comment est-ce qu'on attrape cette maladie,
et peut aussi informer sur le sens que les gens donnent à la maladie. Et cela est très important, plus ancien, comme faisant partie, comme une connaissance qu'une génération ou qu'une personne considère comme faisant d'un héritage. Et on a le point de vue de Didier Fassin qui met en relation le fait que, même si on parle du local, il ne faudrait pas avoir, comme il dit, une vision virginale de l'histoire de l'Afrique récente. Donc, quand on parle de savoir local, il s'agit, en fait, de savoir transmis et aussi de savoir modifié au gré des politiques de santé. Parce que les connaissances que les populations ont aujourd'hui sur le paludisme sont des connaissances qui vont allier à la fois ce que l'on pourrait appeler des connaissances endogènes, mais aussi des connaissances qu'elles ont eues grâce au contact régulier avec la médecine. Parce que lorsque l'on parle du paludisme et lorsque l'on s'intéresse à la lutte contre le paludisme au Cameroun ou en Afrique en général, on a au moins un siècle de lutte contre le paludisme. Donc, on a au moins un siècle de présence de la biomédecine dans le projet de la lutte contre le paludisme. Et donc, penser le savoir local, c'est aussi penser leur caractère dynamique. Ces savoirs-là sont dynamiques, ce sont des savoirs qui changent, ce sont des savoirs qui se nourrissent à la fois de ce qui pourrait être considéré comme un héritage, mais qui se nourrissent aussi de la rencontre d'autres cultures et notamment de la rencontre avec la culture biomédicale. Et donc, nous allons montrer comment est-ce que ces savoirs-là peuvent constituer des ressources dans la lutte contre le paludisme et le choléra, des ressources pour une co-construction des programmes de prévention entre les acteurs qui sont chargés de concevoir ces programmes de prévention et de prise en charge et les populations qui sont victimes de ces maladies. Et ce sont aussi, ces savoirs peuvent représenter une ressource pour la compréhension des catégories locales de la santé. Comment est-ce que les gens définissent ou comprennent localement les questions de santé. Ce d'autant plus que la question du paludisme, la question des savoirs sur le paludisme, c'est une question très ancienne, mais comme on le verra, les statistiques ne changent pas. C'est-à-dire, on sait, pour une maladie comme le paludisme, on sait comment la prévenir, comment la soigner, mais il n'en demeure pas moins que cette maladie-là continue d'être un lourd fardeau pour les familles et pour les États. Alors, en termes de méthodologie, nous avons fait justement une revue de ce qui a existé, de ce qui a été produit sur la question auprès des familles, auprès des professionnels de santé, des entretiens semi-directifs et surtout des observations de terrain se sont limitées. J'ai décidé de présenter aujourd'hui les observations qui proviennent des régions de l'extrême nord du Cameroun, des villes et des villages de l'extrême nord du Cameroun. Alors, nous allons commencer par le paludisme. Quelle est la situation du paludisme dans le monde? Alors, sur la carte, on a une situation du paludisme dans le monde et juste à votre gauche, vous avez 4 pays qui ont officiellement éradiqué la maladie.
Et parmi ces pays, vous avez le Cap-Vert, qui est un pays africain, qui a officiellement réussi à éradiquer la maladie. Et lorsqu'on regarde le continent, le rouge signifie que le paludisme est encore présent. Donc quand on regarde le continent, on voit quelques pays qui sont exemptés du paludisme, mais on voit à partir de l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud, on voit que cette maladie est présente sur le continent et encore de manière importante en dehors du Cap-Vert, qui est en Afrique de l'Ouest, donc qui a réussi à éradiquer officiellement le paludisme en 2024. Donc ça fait 1 an. Quand on regarde la situation du Cameroun, le paludisme va suivre aussi la diversité climatique du Cameroun. Quand on est au sud du Cameroun, on est dans la zone forestière où la transmission de la maladie est en continu, donc la maladie est effectivement endémique. Et quand on se retrouve dans l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Tchad et le Nigeria, on se rend compte que la transmission est saisonnière, c'est-à-dire que c'est pendant la saison des pluies, qui dure à peu près 3 à 4 mois, que l'on va avoir un pic important de personnes ayant le paludisme. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun fait partie des 11 pays les plus impactés par le paludisme. Et cette maladie, de façon générale, de façon globale, représente 70% du fardeau mondial. Donc cette maladie coûte encore très cher au niveau mondial. Ça coûte très cher pour les familles, ça coûte très cher pour les systèmes de santé. Et au niveau national, l'on va se rendre compte que la mortalité va être plus élevée dans l'extrême nord du Cameroun parce que la transmission y est saisonnière. Alors, pourquoi la mortalité est plus élevée? Parce que dans les régions soudano-sahéliennes, les enfants, qui sont les principales victimes de la maladie, vont acquérir une immunité tardivement, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir leur immunité vers 12 ans, parce que leur organisme n'est pas piqué par le moustique. Alors que dans les zones forestières, les jeunes, les enfants, parce que les principales victimes, ce sont les enfants et les femmes enceintes, les enfants vont acquérir leur immunité à 5 ans. Parce que dans ces régions-là, il y a une forme d'immunité qui va se créer au contact du moustique. Donc, lorsqu'on parle de la gravité de la maladie, même si elle est présente dans tout le pays, elle va avoir un impact beaucoup plus important dans la zone sahélienne. Et on a justement ce point de cet épidémiologiste et entomologiste qui ont étudié, donc les entomologistes, ce sont les spécialistes des insectes, donc ils ont étudié la zone septentrionale du pays et ils ont montré que dans cette zone septentrionale, la transmission se faisait dans une saison précise, la saison des pluies, et puisque la transmission était saisonnière, les enfants avaient une immunité beaucoup plus fragile que les enfants vivant dans les zones forestières. Alors, dans le cycle de transmission du paludisme, vous avez un moustique, et pas n'importe lequel, c'est l'anophèle femelle. Donc, tous les moustiques ne transmettent pas le paludisme. On peut avoir des moustiques nuisibles, mais ils ne vont pas transmettre le paludisme. Alors, pour qu'un moustique transmette le paludisme, il faut qu'il y ait un sang contaminé. C'est pour ça qu'ici, on parle de la première
Voilà, première piqûre par un moustique infecté. Et lorsque ce moustique infecté pique une personne déjà malade du paludisme, ou la nouvelle femelle, elle va transmettre l'infection à un autre moustique, où elle va elle-même prendre ce sang qui est contaminé et transmettre la maladie à cette personne-ci. Et lorsqu'on parle du paludisme, les organes qui sont souvent infectés, c'est le foie. Le foie est l'un des organes les plus touchés lorsque une personne a le paludisme. Et on a deux catégories de paludisme. On a le paludisme simple, la fièvre, et puis on a un paludisme sévère, et c'est celui-ci qui est plus, bien sûr, qui est le plus létal, le plus dangereux. Et celui-ci est très dangereux pour les enfants, justement, parce qu'on a de la fièvre, de l'anémie, des convulsions. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des complications neurologiques très rapidement. Alors, en ce qui concerne le choléra, ce que l'on sait, c'est que c'est une maladie épidémique, et dans ces régions-ci, en marron foncé, beige, etc., donc ce sont des régions qui ont reporté des morts de choléra parce que l'OMS va travailler uniquement avec les reports, c'est-à-dire lorsque les personnes informent ou indiquent que dans leur région, il y a eu des cas de choléra, des cas de personnes mortes de choléra. Donc, ici, on a une carte mondiale et on voit que les pays sont plus ou moins affectés par la maladie. Alors, c'est une maladie diarrhéique qui va avoir un impact sur l'hydratation de l'individu, parce que la personne qui meurt de choléra, en général, elle meurt de déshydratation. C'est pour cela qu'il est important justement d'avoir sur les lieux de l'épidémie des selles de réhydratation orale, et même les perfusions, ce que l'on injecte. L'objectif en général, c'est de pouvoir remonter la personne, de pouvoir l'aider à regagner de l'eau qu'elle a perdue du fait justement de cette évacuation importante de l'eau en dehors de son corps. Et les personnes qui ont le choléra ont en plus de la solution de réhydratation des antibiotiques. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un enjeu autour de l'accès de l'eau et des services essentiels pour prévenir, des services d'hygiène essentiels pour prévenir le choléra. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a un vaccin anticolérique qui peut aider à combattre le choléra, mais ce vaccin anticolérique est surtout, de mon expérience, utilisé pendant les périodes d'épidémie. C'est-à-dire que lorsque un cas est déclaré, on peut faire une vaccination chez des personnes qui ne présentent pas encore les symptômes de la maladie. Donc cette diapo reprend un peu la diapo précédente. Et ce qui est important, et c'est pour ça que je parlais de la question des frontières tout à l'heure, lorsqu'on parle du choléra, c'est important de penser en termes de frontières, parce que le choléra au Cameroun va se déclarer soit venant du Nigeria, soit venant du Tchad, ou venant du Cameroun vers le Nigeria ou vers le Tchad. C'est pour ça qu'en général, lorsqu'il y a la mise en œuvre d'une commission de lutte, c'est toujours une mise en œuvre sous-régionale. Et lorsque je parle des frontières tchado-camerounaises, ce sont des frontières qui se trouvent à cet endroit-ci. On appelle cet endroit le bec de Kadar. Et si l'on revient
à l'une des cartes que j'ai présentées au départ. Entre 1916 et 1926, pendant quelques années, tout ceci, c'était le Cameroun. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes populations. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que la transmission peut être aussi rapide, parce que cette transmission-ci, elle ne suit pas les frontières politiques des États, elle va beaucoup plus suivre les frontières familiales, les frontières ethniques, mais pas forcément les frontières politiques. Alors le Cameroun fait partie des pays qui sont régulièrement touchés par cette épidémie de choléra, même si on estime le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité, à 2%. Mais le Cameroun fait partie justement des pays qui reportent assez régulièrement des cas de choléra. Donc autour de ce paludisme et du choléra, comment est-ce que les gens justement nomment ces maladies et en quoi est-ce que la manière avec laquelle les personnes nomment ces maladies peut être indicatif ou intéressant pour une approche qui intégrerait à la fois ces savoirs locaux-là, l'environnement et la biomédecine. Alors, on a ce que l'on appelle les taxonomies populaires, c'est-à-dire la manière avec laquelle les gens vont nommer la maladie. Et cette manière de nommer la maladie va reposer sur les symptômes qui sont ressentis. Donc, les populations, à partir du nom qu'elles vont donner à la maladie, vont soit donner une information sur la description de la maladie, sur les voies de transmission de cette maladie-là et sur l'historique des connaissances qu'elles ont en fonction de leur relation avec cette maladie, en fonction de l'histoire qu'elles ont de cette maladie. Et dans l'extrême nord du Cameroun, la langue véhiculaire, c'est le Fulfulde. C'est une langue qui est parlée dans cette partie du Cameroun et le paludisme va être nommé papodié, c'est-à-dire une maladie qui dure. Alors, quand les gens disent, quand les mères rencontrées dans les hôpitaux, en hospitalisation, disent que le paludisme, c'est une maladie qui dure, cela veut dire qu'il y a un décalage entre le message de santé publique qui consiste à dire, dès que l'enfant a de la fièvre, venez à l'hôpital. Parce que lorsqu'un enfant a de la fièvre, elles ne vont pas considérer spontanément qu'il s'agit du paludisme. Elles peuvent associer la fièvre à une poussée dentaire, notamment chez les nourrissons. Elles peuvent associer la fièvre à peut-être une diarrhée, en se disant il a trop mangé d'un aliment. Donc elles ne vont pas forcément faire le lien entre le fait d'avoir de la fièvre et peut-être le fait d'être infecté par le paludisme. Et il est important de prendre au sérieux ce type de savoir et de ne pas seulement dire elles comprennent rien à rien, parce que si on prend au sérieux ce type de savoir, le message à transmettre, c'est de dire même si l'enfant a une fièvre et que vous pensez qu'il ne s'agit de rien, venez à l'hôpital pour qu'on vérifie que l'enfant n'a pas le paludisme. Parce que dans les symptômes, quand j'ai présenté tout à l'heure le paludisme sévère et le paludisme simple, lorsque l'enfant a un paludisme simple, c'est facile à soigner, c'est facile à guérir. Alors que lorsqu'il devient sévère, parfois le plateau technique de l'hôpital n'est plus en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire, si l'enfant se présente à l'hôpital avec une anémie sévère, il va falloir une banque de sang. Et les banques de sang ne sont pas, voilà, c'est pas la chose la plus facile à trouver dans les hôpitaux. Donc, moins la maladie se complique, mieux c'est. Donc, quand on parle de
l'importance de la létalité, de la mortalité chez les enfants, c'est la mentalité due au paludisme grave qui va faire que parfois la maman arrive à l'hôpital parfois un peu tard par rapport au plateau technique, par rapport à ce que la maladie, à ce que l'hôpital peut offrir comme soin pour la maladie. Alors, quand on interroge les gens pour savoir quelles sont les causes du paludisme, c'est très intéressant de voir que parmi les causes du paludisme, bien sûr, il y a le moustique, mais le moustique apparaît parmi une multitude de causes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le discours de la biomédecine identifie le moustique. Et jusqu'à maintenant, ce discours a toujours dit que c'était le moustique et il n'a jamais présenté un autre responsable du paludisme. Mais quand on interroge et que l'on voit dans la suite des causes, les mangues, les concombres, jouer sous la pluie, on voit que les populations allient le paludisme à l'arrivée de la saison des pluies, mais pas forcément en liant l'arrivée de la saison des pluies à la présence des moustiques. Elles vont aussi lier l'arrivée de la saison des pluies à la présence de fruits, de légumes qui sont souvent présents ou beaucoup plus présents pendant la saison des pluies. Ce qui veut dire que le message est reçu, mais comme vous voyez, dans ce message-là, il est embrouillé, il est reçu, mais il est reçu au milieu d'autres messages. Donc s'il y a bien un lien, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles ne font pas de lien avec leur environnement, puisqu'elles voient bien comment le changement des saisons a un impact sur la prévalence de la maladie, mais ce lien direct avec le moustique est très faible. Elles ne font pas de lien direct avec le moustique. Il y a d'autres choses qui arrivent en saison des pluies et qui sont aussi présentées comme venant du paludisme. Et quant au choléra, alors il n'y a pas de terme local pour dire choléra. C'est pour ça que lorsqu'ils vont parler du choléra, ils vont parler de chalara ou bien de choléra, mais ce n'est pas le terme, il n'y a pas de terme qui viendrait d'une langue. On voit qu'il y a une déformation du français avec un ton venu des langues locales pour pouvoir nommer cette maladie. Alors, dans un contexte aussi où les maladies hydriques font partie du quotidien des populations, on voit que l'une des raisons qui peut expliquer le recours parfois tardif à l'hôpital, c'est qu'il existe déjà dans l'environnement des populations des médicaments pour arrêter la diarrhée. Donc ces médicaments sont souvent appelés stop diarrhée. Donc le lien n'est pas clairement établi entre un épisode de diarrhée et le choléra. Donc on voit bien qu'il y a un lien qui est fait avec l'environnement, mais on voit que ce lien n'est pas fait. C'est-à-dire, bien qu'on soit dans une approche une santé, on voit bien que ce lien n'est pas fait comme il devrait, d'après les entomologistes, d'après les biologistes, voilà, d'après tous les spécialistes du paludisme. Il y a certains liens qui est fait, mais il n'est pas fait comme il se devrait. Donc ce qui invite justement à une réorientation des messages de santé qui prennent au sérieux. Parce que quand je parle de la prise au sérieux, c'est de pouvoir prendre ces messages tels qu'ils sont présentés, de discuter avec les locuteurs et de trouver avec eux comment est-ce qu'on peut rendre ce message plus accessible. Parce que on pourra répéter encore pendant un siècle que le paludisme est transmis par le moustique. Ça ne changera pas tant qu'on ne prendra pas au sérieux ce qui renvoie à ce que d'aucuns pourraient appeler des représentations, mais peut-être exotiques. Mais là, on est face
à des questions concrètes qui ont une influence concrète et directe sur la vie des gens, d'où la nécessité justement de réconcilier les savoirs, parce qu'on ne pourra pas continuer, parce que comme je disais au début, on sait comment les maladies se transmettent, donc ce n'est pas une question de méconnaissance, mais la question c'est comment est-ce qu'on rend ce message-là en tenant compte de ce que les gens savent déjà, même si ce qu'ils savent n'est pas peut-être adéquat, n'est pas ce qu'ils devraient savoir. Alors, en ce qui concerne le choléra, la plupart des campagnes de sensibilisation mettent en évidence le propre, le sale, et ne montrent pas justement le fait, et ne prennent pas en compte le fait que parfois les catégories propres et sales ne renvoient pas forcément à des catégories indigènes au sens biomédical du terme, et donc parfois on peut constater qu'il y a une vraie incompréhension, un vrai malentendu sur le message que l'on veut délivrer et sur comment ces messages-là sont reçus par rapport au plateau technique, par rapport à ce que la maladie, à ce que l'hôpital peut offrir comme soin pour la maladie. Alors, quand on interroge les gens pour savoir quelles sont les causes du paludisme, c'est très intéressant de voir que parmi les causes du paludisme, bien sûr, il y a le moustique, mais le moustique apparaît parmi une multitude de causes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le discours de la biomédecine identifie le moustique. Et jusqu'à maintenant, ce discours a toujours dit que c'était le moustique et il n'a jamais présenté un autre responsable du paludisme. Mais quand on interroge et que l'on voit dans la suite des causes, les mangues, les concombres, jouer sous la pluie, on voit que les populations allient le paludisme à l'arrivée de la saison des pluies, mais pas forcément en liant l'arrivée de la saison des pluies à la présence des moustiques. Elles vont aussi lier l'arrivée de la saison des pluies à la présence de fruits, de légumes qui sont souvent présents ou beaucoup plus présents pendant la saison des pluies. Ce qui veut dire que le message est reçu, mais comme vous voyez dans ce message-là, il est embrouillé, il est reçu, mais il est reçu au milieu d'autres messages. Donc s'il y a bien un lien, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles ne font pas de lien avec leur environnement, puisqu'elles voient bien comment le changement des saisons a un impact sur la prévalence de la maladie, mais ce lien direct avec le moustique est très faible. Elles ne font pas de lien direct avec le moustique. Il y a d'autres choses qui arrivent en saison des pluies et qui sont aussi présentées comme venant du paludisme. Et quant au choléra, alors il n'y a pas de terme local pour dire choléra. C'est pour ça que lorsqu'ils vont parler du choléra, ils vont parler de chalara ou bien de choléra, mais ce n'est pas le terme, il n'y a pas de terme qui viendrait d'une langue. On voit qu'il y a une déformation du français avec un ton venu des langues locales pour pouvoir nommer cette maladie. Alors, dans un contexte aussi où les maladies hydriques font partie du quotidien des populations, on voit que l'une des raisons qui peut expliquer le recours parfois tardif à l'hôpital, c'est qu'il existe déjà dans l'environnement des populations des médicaments pour arrêter la diarrhée. Donc ces médicaments sont souvent appelés stop diarrhée. Donc le lien n'est pas clairement établi entre un épisode de diarrhée et le choléra. Donc on voit bien qu'il y a un lien qui est fait avec l'environnement,
mais on voit que ce lien n'est pas fait. C'est-à-dire, bien qu'on soit dans une approche, une santé, on voit bien que ce lien n'est pas fait comme il le devrait, d'après les entomologistes, d'après les biologistes, voilà, d'après tous les spécialistes du paludisme. Il y a certains liens qui est fait, mais il n'est pas fait comme il se devrait. Donc, ce qui invite justement à une réorientation des messages de santé qui prennent au sérieux. Parce que quand je parle de la prise au sérieux, c'est de pouvoir prendre ces messages tels qu'ils sont présentés, de discuter avec les locuteurs et de trouver avec eux comment est-ce qu'on peut rendre ce message plus accessible. Parce que on pourra répéter encore pendant un siècle que le paludisme est transmis par le moustique. Ça ne changera pas tant qu'on ne prendra pas au sérieux ce qui renvoie à ce que d'aucuns pourraient appeler des représentations, mais peut-être exotiques. Mais là, on est face à des questions concrètes qui ont une influence concrète et directe sur la vie des gens. D'où la nécessité justement de réconcilier les savoirs, parce qu'on ne pourra pas continuer, parce que comme je disais au début, on sait comment les maladies se transmettent, donc ce n'est pas une question de méconnaissance, mais la question c'est comment est-ce qu'on rend ce message-là en tenant compte de ce que les gens savent déjà, même si ce qu'ils savent n'est pas peut-être adéquat, n'est pas ce qu'ils devraient savoir. Alors, en ce qui concerne le choléra, la plupart des campagnes de sensibilisation mettent en évidence le propre, le sale, et ne montrent pas justement le fait, et ne prennent pas en compte le fait que parfois les catégories propres et sales ne renvoient pas forcément à des catégories d'hygiène au sens biomédical du terme, et donc parfois on peut constater qu'il y a une vraie incompréhension, un vrai malentendu sur le message que l'on veut délivrer et sur comment ces messages-là sont reçus. Alors, moi je vais présenter maintenant une expérience justement qui montre comment est-ce que le savoir local peut être repris par des savoirs beaucoup plus techniques pour produire quelque chose dans la lutte contre le paludisme. Dans les années 2000, quand je faisais de la recherche dans l'extrême nord du Cameroun, les interlocuteurs que j'avais rencontrés me parlaient de ce qu'ils utilisaient des feuilles de citronnelle pour leurs vertus répulsives. Et d'ailleurs, ce père de famille disait, quand je lui ai parlé de du moustiquaire imprégné, il a dit effectivement, il y a la moustiquaire imprégnée, mais nous on veille beaucoup dehors. Donc la moustiquaire imprégnée, c'est pour dormir. Nous, on passe beaucoup de temps dehors. Et donc, pour chasser les insectes, qu'est-ce que nous on fait? On brûle les feuilles de citronnelle. Donc, ils avaient dit que les feuilles de citronnelle leur permettaient de chasser les moustiques, parce que, comme avait dit une autre personne, on ne peut pas regarder la télévision sous la moustiquaire. Donc, quelque part, c'était aussi une manière de dire, c'est vrai, il y a la moustiquaire, mais la moustiquaire, à partir de nos modes de vie, de comment nous vivons, peut-être c'est à 22 heures, c'est à 23 heures que nous allons dormir. Et alors que quand on voit le cycle de vie du paludisme, du moustique, dès 18 heures, il est déjà là. Donc quand à 22 heures, on va se coucher sous une moustiquaire, on a déjà eu le temps de se faire piquer. Alors je vais partager l'expérience de cette chercheuse camerounaise, justement, qui a fabriqué un biolarvicide à partir de citronnelle. Le paludisme reste un problème de santé majeur en Afrique. C'est fort de ce constat que la chercheuse camerounaise, la doctorante Agnès Antoinette Toumba, s'est investie pour concevoir un insecticide bio contre les moustiques responsables des infections palustres. Selon elle,
son pays est en train de faire de gros efforts dans la lutte contre le paludisme. Cependant, elle propose une approche proactive. Celle-ci consiste à une lutte antivectorielle pour éliminer le processus de reproduction de l'anophèle vecteur. Si on réduit les larves, on réduit le nombre d'adultes. Si on réduit le nombre d'adultes, on réduit le nombre de transmissions et par conséquent le nombre de malades dans les hôpitaux. Je pense que les acteurs, tous les policymakers qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme au Cameroun doivent vraiment se retourner au niveau vectoriel, à l'étape larvaire, pour qu'on puisse avancer avec ce combat au Cameroun. La doctorante en sciences biologiques à l'université de Douala au Cameroun a travaillé avec une jeune équipe pour mettre au point une synthèse verte à partir de nanoparticules de plantes locales. Nous travaillons dans une technologie innovante qui est la nanotechnologie. C'est un domaine qui est encore assez nouveau au Cameroun et notre professeur fait partie des pionniers de cette technologie. Donc, dire que nous sommes dans une équipe de pionniers dans une technologie nouvelle et innovante, c'est assez intéressant. L'objectif de la jeune Camerounaise est de mettre à disposition les connaissances africaines à partir du potentiel floral local au profit de l'évolution des sciences. Un pari qui lui a déjà valu le prix L'Oréal UNESCO. Cette récompense vient stimuler davantage notre motivation. C'est parce que le travail qu'elle a mené est un travail extrêmement laborieux et ayant participé un peu à différents axes de ce travail nous a permis de comprendre qu'il fallait avoir autant de persévérance qu'elle, autant de rigueur qu'elle pour pouvoir atteindre nos objectifs futurs. Le 24 novembre dernier, la doctorante Agnès a en effet été récompensée avec 19 autres chercheuses d'Afrique subsaharienne. Cette distinction internationale la réconforte dans la poursuite de ses rêves. C'est le couronnement d'un de mes rêves, où je me disais toujours qu'il faudrait que mes recherches du labo puissent me propulser, en fait, pas sur la scène, mais que ça puisse servir, que je sois comme cette dame qu'on dit, ces grands chercheurs dont on parle souvent dans des médias, qu'ils ont découvert ceci, ils ont découvert. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint ce niveau. Et vraiment, pour moi, je pense que c'est le plus grand rêve que j'ai déjà réalisé. Malgré la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, adoptée en mai 2015 par l'Assemblée mondiale de la santé, certains pays africains, dont le Cameroun, continuent à lutter pour une couverture inclusive d'interventions antipaludiques de base, surtout dans le monde rural. Bien, ça c'est voilà, un exemple d'utilisation de ces essences-là, un exemple d'utilisation de ce savoir sur la prévention, notamment au niveau de la lutte contre les larves. Alors, en ce qui concerne le choléra, on peut avoir des messages qui consistent justement à dire se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger, mais on a une image qui ne reflète pas forcément la conception locale de manger. Et c'est pour ça que l'on va s'intéresser ici à ce que manger veut dire pour les personnes qui habitent à cet endroit-là. Il est honteux, bien sûr, de manger seul. Et vous voyez que sur cette image-ci, c'est un homme assis seul devant son plat. Et aussi, l'idée de manger renvoie à celle du rassemblement, de la commensalité. Et manger, ça renvoie justement à une mise en scène concrète des valeurs fondamentales d'une culture. Dans l'acte de manger, bien sûr, c'est beaucoup plus un acte qui met les uns en relation avec les autres qu'un acte individuel. Et deuxièmement, dans l'idée de manger, il y a des aliments qui ne sont pas considérés comme de la nourriture. Parce que dans l'idée de manger, il y a le sens que l'on donne à la nourriture. Et pendant les enquêtes de terrain, il est apparu que ce message-ci, ou cette image-ci, loin de conforter sur la nécessité de manger, soit pouvait
susciter de l'incompréhension, comme cette personne qui dit qu'elle n'est pas un animal pour manger seul, ou soit susciter de l'incompréhension parce que sur les marchés, on vend des mangues, on vend des beignets, on vend toutes sortes de choses, et les personnes de t'imprégner, de voir comment est-ce que concrètement, au sein d'une famille, qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, est-ce qu'on est vraiment préoccupé par la question du moustique? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Donc, je prends du temps, c'est en fait cela qui prend du temps, c'est-à-dire prendre du temps de se faire connaître, d'être reconnu par les gens. Et en général, les gens sont toujours très contents de vous aider. Ils sont toujours très contents. Et quand on est étudiant, ils sont encore plus contents de vous aider parce qu'ils ont le sentiment justement de contribuer à votre, voilà, à votre croissance, à votre développement personnel et à, voilà, de contribuer à la santé. Et puis autre chose aussi, est-ce que tous les entretiens sont enregistrés? Non, ça dépend. Parfois les gens veulent, parfois ils ne veulent pas. Parce qu'ils pensent que quand vous les enregistrez, ils sont en train de parler à la radio. Donc certains pensent que pendant qu'ils parlent, on est en train de les écouter à la radio. Donc parfois, ce n'est pas... il faut la permission, ce n'est pas systématique. Certains préfèrent que vous preniez des notes, d'autres peuvent voilà, ne pas être du tout, croire que vous êtes en train de les enregistrer. Voilà, donc il faut aussi savoir cela, que c'est pas forcément... souvent, j'ai beaucoup pris des notes. Par exemple, là, j'ai beaucoup pris des notes. Je pense que j'ai très peu enregistré. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant et je voulais savoir si justement les campagnes avaient évolué. Parce que dans ce que tu décris, je vois beaucoup d'échos qui concernent notre relation à l'environnement et à beaucoup de gens qui ont accès à un savoir scientifique qui leur dit voilà ce qu'il faudrait éviter de faire. Et ça ne les empêche pas de faire des énormes bêtises, on va dire gentiment. Et du coup, je me dis, mais finalement, cette sorte de dissonance, de t'imprégner, de voir comment est-ce que concrètement, au sein d'une famille, qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, est-ce qu'on est vraiment préoccupé par la question du moustique? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Donc, je prends du temps, c'est en fait cela qui prend du temps, c'est-à-dire prendre du temps de se faire connaître, d'être reconnu par les gens. Et en général, les gens sont toujours très contents de vous aider. Ils sont toujours très contents. Et quand on est étudiant, ils sont encore plus contents de vous aider parce qu'ils ont le sentiment justement de contribuer à votre, voilà, à votre croissance, à votre développement personnel et à, voilà, de contribuer à la santé. Et puis autre chose aussi, est-ce que tous les entretiens sont enregistrés? Non, ça dépend. Parfois les gens veulent, parfois ils ne veulent pas. Parce qu'ils pensent que quand vous les enregistrez, ils sont en train de parler à la radio. Donc certains pensent que pendant qu'ils parlent, on est en train de les écouter à la radio. Donc parfois, ce n'est pas... il faut la permission, ce n'est pas systématique. Certains préfèrent que vous preniez des notes, d'autres peuvent voilà, ne pas être du tout, croire que vous êtes en train de les enregistrer. Voilà, donc il faut aussi savoir cela, que c'est pas forcément... souvent, j'ai beaucoup pris des notes. Par exemple, là, j'ai beaucoup pris des notes. Je pense que j'ai très peu enregistré. Ouais.
Moi, je trouve ça super intéressant et je voulais savoir si justement les campagnes avaient évolué. Parce que dans ce que tu décris, je vois beaucoup d'échos qui concernent notre relation à l'environnement et à beaucoup de gens qui ont accès à un savoir scientifique qui leur dit voilà ce qu'il faut. De t'imprégner, de voir comment est-ce que concrètement au sein d'une famille, qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, est-ce qu'on est vraiment préoccupé par la question du moustique? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Donc je prends du temps, c'est en fait cela qui prend du temps, c'est-à-dire prendre du temps de se faire connaître, d'être reconnu par les gens. Et en général, les gens sont toujours très contents de vous aider. Ils sont toujours très contents. Et quand on est étudiant, ils sont encore plus contents de vous aider parce qu'ils ont le sentiment justement de contribuer à votre, voilà, à votre croissance, à votre développement personnel et à, voilà, de contribuer à la santé. Et puis autre chose aussi, est-ce que tous les entretiens sont enregistrés? Non, ça dépend. Parfois les gens veulent, parfois ils ne veulent pas. Parce qu'ils pensent que quand vous les enregistrez, ils sont en train de parler à la radio. Donc certains pensent que pendant qu'ils parlent, on est en train de les écouter à la radio. Donc parfois, ce n'est pas... il faut la permission, ce n'est pas systématique. Certains préfèrent que vous preniez des notes, d'autres peuvent voilà, ne pas être du tout, croire que vous êtes en train de les enregistrer. Voilà, donc il faut aussi savoir cela, que c'est pas forcément... souvent, j'ai beaucoup pris des notes. Par exemple, là, j'ai beaucoup pris des notes. Je pense que j'ai très peu enregistré. Moi, je trouve ça super intéressant et je voulais savoir si justement les campagnes avaient évolué. Parce que dans ce que tu décris, je vois beaucoup d'échos qui concernent notre relation à l'environnement et à beaucoup de gens qui ont accès à un savoir scientifique qui leur dit voilà ce qu'il faudrait éviter de faire. Et ça ne les empêche pas de faire des énormes bêtises, on va dire gentiment. Et du coup, je me dis, mais finalement, cette sorte de dissonance, cognitive que tu observes sur le terrain, j'ai l'impression que tu as réussi à faire un lien qui n'existait pas auparavant. Et du coup, est-ce que tu as observé, ou est-ce que tu peux observer, ou commencer à observer des changements de comportement et du côté des scientifiques, et du côté des transmetteurs, des régulations, etc. Et puis évidemment, sur le terrain, de la pratique et de quelque chose comme une convergence de compréhension et qui nous serait utile, notamment en France, où il y a beaucoup de débats en ce moment sur des sujets qui, en théorie, n'auraient pas dû déclencher de tels débats. Mais voilà, on est face à des gros débats sur l'environnement et notre positionnement par rapport à cet environnement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des changements? Oui, il y a des changements pour les scientifiques, notamment pour ceux qui font du terrain. Par exemple, celle qui a fabriqué le bio-larvicide, là, il y a des changements qui visent justement à ce que les scientifiques ne soient pas toujours dans une logique de prédation, parce que c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire, on sait, c'est-à-dire le scientifique sait identifier la plante qui est utile, il sait identifier le principe actif, mais parfois, on peut être aussi dans une logique de prédation, c'est-à-dire, je sais, je vais prendre ma plante, d'ailleurs, j'ai écouté une scientifique dire ma plante, comme si c'était sa plante, donc je vais prendre ma plante, et puis je vais y extraire le principe actif, et je vais... Donc, ils savent, et ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les équipes de travail de certains centres de recherche, ils vont prendre à cœur
d'avoir dans leurs équipes des gens de la communauté, d'avoir des membres de la communauté. Ils vont prendre à cœur d'expliquer leur travail aux membres de la communauté. Et donc, quelque part, les membres de la communauté sont aussi vécus quelque part comme des ambassadeurs en fait, de cette recherche au sein des communautés. Mais ce qui manque, ce serait peut-être de systématiser cela, c'est-à-dire un peu comme on parle de clairance éthique, là, que ça fasse partie, voilà, des exigences, parce que ce qui se passe actuellement, c'est selon la bonne conscience de chacun que l'on agit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les communautés ont peut-être beaucoup plus conscience de leurs droits, de ce qu'elles sont en voie de réclamer, de revendiquer, mais il me semble que ce serait important que ce soit aussi, comme la clairance éthique fait partie de la feuille de route, que ces exigences-là soient présentes. L'autre point par rapport à ce lien-là, alors j'ai eu à faire un travail avec Action contre la faim, Mission Tchad, donc ils interviennent beaucoup sur les sites d'épidémie, et celle qui était ma responsable a utilisé justement des éléments de mon discours sur l'idée de manger pour justement reconstruire leur message sur la nourriture. Parce que, quelque part, c'était vraiment